nous avons maintenant Nadine Mercure, dont la conférence est présentée justement par Rameau, qui va nous parler de cultiver la nature, les phytotechnologies sur les terres agricoles. Alors, Madame Mercure, elle est directrice des communications chez Alus. Elle a passé 20 ans dans le monde des médias, de la technologie et du divertissement. Nadine a souhaité mettre son expérience au service d'OBNL dédié à l'environnement et à l'innovation. C'est avec beaucoup d'humilité qu'elle s'est jointe à Alus en 2020. Depuis, elle s'emploie à faire connaître le rôle essentiel des agricultrices et des agriculteurs pour favoriser la biodiversité et assurer la résilience des collectivités face à la crise climatique. Alors, Madame Mercure, on applaudit. Ici, pour avancer. Oui, Le laser. D'accord. Bonjour. Donc, allons-y. Donc, je suis ici pour vous présenter Alus aujourd'hui, donc pour vous faire connaître un peu ce qui se fait dans le milieu agricole. Par curiosité, est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'Alus? Ah oui, quand même. OK. On ne part pas de si loin, mais c'est ça. On est peu connus, mais j'espère que suite à cette présentation-là, vous comprendrez un peu mieux qu'est-ce qu'on fait au Canada. Donc, Alus est une organisation donc à but non lucratif, caritative, qui met en place des solutions fondées sur la nature, donc le mot à la mode, sur les terres agricoles. Donc, tout ça pour, évidemment, avoir une agriculture qui est plus durable, mais aussi pour la biodiversité, la qualité de l'eau, etc. Donc, Alus a une histoire qui remonte à 2000. En 2016, c'est vraiment devenu l'organisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est aussi été le moment où on a lancé la première collectivité ici au Québec, donc en Montérégie, qui existe depuis 2016. En 2021, on a lancé Alus Outaouais. L'année dernière, Alus Chaudière-Appalaches, donc dont on devrait voir des premiers projets cet été. Et on a maintenant aussi Alus Laurentide, qui est encore en phase vraiment embryonnaire. On devrait avoir des premiers projets peut-être plus l'an prochain. Mais donc, Laurentide qui inclut Laval, qui inclut Montréal. Donc là, on commence à se rapprocher vraiment des zones urbaines au Québec. Et puis, on est soutenu là, par différents organismes, par le gouvernement. Évidemment, il y a eu au départ la famille Weston, donc organisation philanthropique. Maintenant, on essaie de chercher des fonds du côté des entreprises via une plateforme d'investissement ESG, donc leur permet d'aller rejoindre leur objectif de ce côté-là. Alus est basé sur des principes directeurs. Je vais aller quand même rapidement, car j'ai peu de temps. Mais donc, c'est développé par les collectivités, organisations nationales qui chapeautent les collectivités où les décisions sont prises. Donc, par exemple, en Montérégie, on a un comité. Les comités sont toujours formés minimalement de 50 d'agriculteurs. En plus de ça, on va avoir des gens d'organismes locaux, on va avoir des agronomes qui vont participer à ce comité-là, qui prennent les décisions basées sur les priorités vraiment locales. C'est les agriculteurs qui choisissent de faire partie du programme. Donc, c'est eux, la plupart du temps, qui vont nous approcher et qui vont soit vouloir régler une problématique sur leur terre ou qui veulent tout simplement le faire pour rajouter de la nature sur leur terre. Fondé sur la science, on travaille avec des chercheurs, je vais en parler un peu plus tard. Axé sur le marché, donc comme je disais, évidemment, nous, on a besoin de fonds pour pouvoir faire rouler tout ça. Donc là, présentement, c'est le carbone. Donc, on travaille beaucoup sur la quantification du carbone des projets, mais c'est aussi... Là, j'ai touché à rien. OK. C'est aussi, je gesticule trop. Mais donc, c'est ça. Donc, on va être vraiment axé sur le marché pour avoir des fonds pour faire rouler les projets intégrés. Donc, ça s'ajoute évidemment à des programmes déjà gouvernementaux ou de d'autres organismes. C'est ciblé. On n'essaye pas de changer la pratique au complet d'un agriculteur pour le faire passer d'un agriculteur conventionnel à un agriculteur biologique. C'est vraiment d'aller sur des zones qui sont soit plus problématiques, moins utilisées, puis de mettre des projets là. Responsables parce que les projets sont vérifiés, évidemment, nous, par les coordonnateurs, coordonnatrices qui sont sur le terrain, mais on a aussi des organismes, des parties tiers qui vont faire la vérification sur 10 des projets annuellement. Puis comme je disais, c'est volontaire, c'est les agriculteurs qui choisissent d'en faire partie ou qui choisissent de se retirer ou de renouveler leur contrat, ce qui est la plupart du temps ce qui arrive.
Vraiment brièvement, le fonctionnement d'ALUS, comme je disais, bon, ça vient tout d'abord de l'agriculteur qui souvent va entendre parler de nous par son voisin ou par d'autres agriculteurs de la région. Ils vont mettre en place un projet avec le coordonnateur qui est sur place. Ça va être approuvé par le comité local avec qui ils vont signer une entente généralement de 5 à 10 ans. On fait la mise en place du projet. Donc là, il y a un partage des coûts entre l'agriculteur, ALUS et parfois d'autres organismes ou programmes qui vont s'ajouter à un projet. Il y a des paiements annuels. Donc là, pour nous, c'est le défi. C'est des paiements annuels qui sont donnés aux agriculteurs parce qu'ils vont faire la maintenance, l'entretien du projet. Donc, ça varie d'une région à l'autre. Les paiements sont décidés par le comité local. Donc, évidemment, si on pense aux prairies où les terres sont beaucoup plus vastes, le paiement à l'acre est moindre. Ici, c'est plus, ça varie selon la nature du projet. Ça peut aller de 250 $ l'acre jusqu'à, je crois, 750 maximum en Montérégie. Puis ça peut être différent en Outaouais. Ça risque d'être différent en Chaudière-Appalaches aussi. Puis comme je disais, bien, il y a la vérification. Donc, ALUS, portrait global, c'est 38 collectivités dans 6 provinces, 46 305 acres. Je sais que l'acre n'est pas tant utilisé comme mesure, mais c'est la nôtre, donc ça équivaut à environ 19 000 hectares. Il y a 7 464 projets qui sont maintenus par 1 655 fermes participantes. Puis, depuis 2016, on a investi 24 millions dans ces projets-là. Au Québec, plus précisément, donc notre partenaire principal est l'UPA. Donc, c'est avec eux qu'on a lancé les collectivités existantes. On a investi, nous, 1 200 000 au Québec jusqu'à maintenant, dont 500 000 juste l'année dernière. Là, on est vraiment en expansion ici. Puis, bien, il y a l'UPA, nous autres, dans le cas, qui va aller chercher aussi des fonds supplémentaires. Il y a le port de Montréal, par exemple, qui est un commanditaire de ALUS Montérégie. Donc, en tout, c'est un autre 2,4 millions qui s'ajoutent en plus des dons en nature, donc des gens qui travaillent avec nous, qui nous offrent des services gratuitement. L'impact social d'ALUS au Québec, bien, c'est environ 200 agricultrices, agriculteurs et leurs familles qui participent au programme. Donc, comme je dis, là, présentement, c'est uniquement en Montérégie, en Outaouais. On a d'autres qui vont s'ajouter. Ça équivaut à ces 250 municipalités qui sont touchées. Dans chaque comité consultatif, c'est environ une dizaine de personnes qui vont aussi en faire partie. Puis, il y a des activités, là, ça va commencer bientôt sur les fermes, soit vraiment pour sensibiliser d'autres agriculteurs aux projets qui sont faits ou tout simplement grand public aussi qui ont lieu à travers Québec. Les types de projets, bien, c'est des haies brise-vent, des bandes riveraines, c'est des zones humides, c'est des prairies ou des bandes fleuries qui vont être intégrées en bordure des champs ou même là, dans les champs. Puis il y a aussi, là, on va un peu plus, je disais, on travaille beaucoup sur les bordures de champs. On est aussi dans les champs avec des pratiques de fauche différentes, je vais en parler un peu plus tard, puis de pâturage aussi. Évidemment, pâturage, encore là, c'est beaucoup plus dans les prairies en Alberta, donc le pâturage en rotation. Mais on a un ambassadeur extraordinaire là, en Outaouais qui s'appelle Brian Maloney, que vous pouvez googler. C'est la ferme Briley. Qui est vraiment là, un ambassadeur de cette pratique-là. C'est très, très beau à voir. Et évidemment, bien, tout ça, c'est pour générer des systèmes écosystémiques. Là, donc, ça sert les agriculteurs, mais ça sert aussi les collectivités environnantes. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est vraiment l'additionnalité. Donc, on n'est pas un organisme de conservation de la nature, on est un organisme de création de nature, de production de nature. Donc, c'est vraiment toujours d'ajouter de la nature à travers l'agriculture. Tout ça, c'est basé sur une base de données, donc propriétaire, où tous les projets sont classifiés et c'est relié au logiciel de cartographie en ligne ArcGIS. Donc, on peut voir vraiment là, les projets aussi sur les cartes. Et on a un système de classification qui est bilingue, donc qui va venir vraiment détailler chacun des projets. Par exemple, bon, c'est un projet de prairie, ça va être des plantes indigènes, c'est un mélange et ensuite avec la liste complète et aussi des exigences en matière de gestion de ces projets-là pour les agriculteurs.
Nos mesures d'impact, bien évidemment, c'est la qualité de l'eau. Donc, on travaille avec un chercheur de l'Université Guelph là-dessus qui a développé un modèle pour être capable de quantifier la qualité de l'eau. Évidemment, c'est propre à chaque bassin versant, donc ça devient très difficile de le faire à chaque endroit. C'est très coûteux. Mais donc, on essaye de se baser sur un peu ce qu'on voit ailleurs, puis d'essayer d'imaginer qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un autre selon différentes méthodes. C'est vraiment quelque chose qui est qui est toujours en développement pour avoir un modèle de plus en plus précis. Même chose pour le carbone. On travaille, là, présentement, on fait beaucoup pardonnez l'expression en anglais, mais de ground truthing. Donc, on va aller sur place pour vérifier que nos données qui sont faites avec de l'intelligence artificielle à partir de photos de satellites, de photos de drones, pour voir si on est capable finalement de bien évaluer sans avoir à faire là, ce ground truthing-là sur tous nos acres en production à travers le Canada. L'impact social, qui est super important, qui est important pour nous, on le réalise de plus en plus, mais qui est aussi important pour nos commanditaires. Il y en a beaucoup qui veulent avoir cet impact-là, qui veulent avoir un changement de comportement, mais aussi de perception à travers la population. Puis, évidemment, la biodiversité, ça, je vais en parler tout de suite après. Donc, ça, on a des recherches. Donc, on travaille, encore une fois, avec l'Université de Guelph. On travaille beaucoup avec cette université-là. On a beaucoup de projets dans le sud de l'Ontario. Donc, depuis 2013, qui font des recherches sur les projets ALUS spécifiquement. Là, ils ont eu une bourse pour pouvoir, justement, encore mieux communiquer ça et traduire ces résultats-là pour le grand public, des résultats qu'on va pouvoir utiliser. Mais comme vous voyez, c'est assez parlant, les effets positifs qu'on voit. On a aussi une recherche qui a lieu présentement en Montérégie avec Valérie Fournier de l'Université Laval, donc qui étudie l'impact des bandes de pollinisateurs. Là, puis vous le voyez, c'est magnifique. Mais aussi de voir c'est quoi cet impact-là sur les bourdons. Et sur les 24 fermes qui sont étudiées, il y en a 21 qui font partie du programme ALUS. Il y a aussi un projet pilote pour les espèces en péril. Il y a différentes choses qui ont été étudiées. Je vous parle d'une pratique qui est pour le goglu des prés. Donc là, justement, on va faire une vidéo. L'année prochaine, vous pourrez voir cette vidéo qui explique le projet. On y va à la fin mai, où c'est le moment où ils déterminent quel hectare ils ne faucheront pas pour préserver le goglu des prés, car lui, il fait son nid vraiment dans les champs. Puis, généralement, ils vont faucher au mois de juin. Puis, à ce moment-là, les oisillons ne sont pas assez vieux. Donc, bon, les oisillons ne survivent pas. Donc, là, en gardant cet hectare-là, qui est quand même là, une surface assez importante, bien, ça permet aux goglus de faire leur nid à cet endroit-là. Puis, en fauchant assez rapidement la première fauche autour, ça permet à ceux qui auraient déjà établi leur nid ailleurs d'aller se réinstaller dans l'hectare. Je suis allée l'année dernière là, voir un des projets, c'était vraiment fascinant. On voyait les goglus là, vraiment voler au-dessus du champ et retourner à leur nid. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire également. Puis il y a d'autres projets pour d'autres espèces en péril. C'est vraiment un exemple. Des bandes riveraines, j'en parlais. Bon, ça, vous voyez, il y en a une en Montérégie, l'autre en Outaouais. Qui sont là. Donc, le bande riveraine réglementaire, c'est 3 mètres. Je crois, là, on parle de bande riveraine de 8 mètres, 10 mètres, principalement, donc avec beaucoup quand même là, une importance assez considérable en surface qui est touchée par ça. On a aussi de la plantation d'arbres. Donc, on a eu un fonds quand même assez important du programme 2 milliards d'arbres, programme contesté, mais nous plantons des arbres pour vrai. Donc, on en a planté 62 349 exactement. Donc, en 2022 uniquement, on avait déjà commencé en 2021, puis un engagement là, de la part d'ALUS d'en planter 400 000 à travers le pays. Donc, ça, évidemment, comme je dis, c'est à travers le pays, mais ce qu'on voit ici, d'accord, 5 minutes, c'est un projet donc en Outaouais, donc avec un volontaire là, qui est là. Souvent, on a des bénévoles qui vont nous aider dans ces projets-là. Puis en Montérégie, aussi un projet qui a été réalisé l'année dernière.
au milieu, ça vient de ALUS Middlesex, qui est dans le sud de l'Ontario. Ça inclut également le fonds qu'on a reçu de leur part, une campagne de communication. Donc, on a des visuels qu'on a fait créer, là, qui sont plus pour le grand public, pour montrer les bienfaits des arbres en milieu agricole. On a aussi une campagne dans certaines publications agricoles, comme le Bulletin des agriculteurs ici, pour inciter les agriculteurs à participer au programme. Je vous montre une photo que je trouve qui est très parlante. J'ai eu la chance d'aller à cet endroit-là l'été dernier. Donc, c'est vraiment une zone humide qui a été creusée carrément sur une ferme. C'est vraiment magnifique. Puis, dans les bienfaits qu'il nous disait là, que cela avait créé pour lui, l'agriculteur, c'est que pendant la pandémie, lui et ses enfants allaient patiner sur leur étang et jouer au hockey pendant ce temps. Et là, il y a l'intention cet été de creuser une deuxième zone humide aussi sur sa terre. Donc, les principaux défis, bien, je vous l'ai dit, pour nous, évidemment, c'est toujours la recherche de fonds parce qu'évidemment, plus il s'ajoute de participants, plus les paiements annuels se multiplient, en plus des nouveaux projets. Puis souvent, les commanditaires, que ce soit gouvernemental ou corporatif, ce qu'ils veulent, c'est des nouveaux projets. Donc, ils sont intéressés à pouvoir publiciser le fait que, bon, ils ont créer des nouvelles zones humides, qui ont planté des arbres. Bon, c'est moins, l'entretien est beaucoup moins, se vend beaucoup moins bien. Donc, c'est toujours un défi d'aller chercher les fonds pour ça. Mais de la part des agriculteurs, c'est pas vraiment ça, même si, évidemment, il y a une revendication d'avoir, bon, que les taxes municipales, que ça se reflète, qu'ils ne payent pas les taxes de la même façon sur une zone qui est en production, qui leur apporte d'argent, que sur une zone qui entretiennent pour aussi éviter les inondations dans leur région, pour apporter un air plus pur à leur région. Donc, il y a une revendication à ce niveau-là. Évidemment, les programmes gouvernementaux aussi. Ici, au Québec, il y a un programme qui a été renouvelé cette année, mais qui, en 48 heures, les fonds étaient disparus la dernière fois. Donc, c'est quand même nettement insuffisant. Mais ce qui est vraiment ressorti, là, on a eu un atelier suite à la fin du pilote du projet d'espèces en péril qui leur demandait c'était quoi les principaux défis. Le manque de temps, évidemment, ressort. Ça leur demande du temps de planifier ces projets-là, de les entretenir par la suite. Puis souvent, même s'ils ont des employés, ils ont vraiment le souci du travail bien fait. Ça leur tient à cœur, donc ils veulent le faire eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils trouvent le temps de faire ça. Une complexité accrue, comme je vous dis, ce n'est pas uniquement des agriculteurs biologiques, il y a des agriculteurs conventionnels qui utilisent des pesticides sur leur terre, mais qui ne veulent pas que ça nuise à leur bande fleurie. Donc, c'est de planifier non seulement en fonction de la météo, mais en fonction du vent, quand est-ce que je vais faire ça pour ne pas affecter mes zones. Bon, la charge mentale, une chose aussi, les espèces en péril, ils veulent faire attention à s'arranger pour les préserver. Donc, c'est beaucoup ça qui vient chercher. C'est toute la planification, tout ça, le manque de temps. Puis, le manque de communication, ils veulent avoir les résultats aussi de leur projet, sont fiers de communiquer, sont fiers de faire partie de ça. Donc, c'est quelque chose qui demande qu'on communique davantage les résultats. Évidemment, toute recherche prend du temps, donc souvent, on va avoir les résultats là, plusieurs années plus tard.